Pendant des années, le MMA français a été un fantôme. Interdit, méprisé, incompris. Pendant que les États-Unis créaient l'UFC, que le Brésil façonnait ses légendes, que la Russie formait des générations entières de lutteurs, nous étions absents. Quand Francis Ngannou a quitté son village pour Paris, il n'y avait même pas de structure pour l'accueillir. Quand Cyril Gane a commencé à s'entraîner, le sport était encore un tabou. On a perdu du temps, beaucoup de temps. Mais en 2020, tout bascule. La cage s'ouvre enfin. Les événements explosent, l'UFC débarque à Paris et remplit l'Accor Arena en un claquement de doigts. En 5 ans, la France est passée de l'interdiction à l'un des marchés les plus dynamiques du MMA mondial. Alors sommes-nous en retard? Oui si on regarde l'histoire, oui si on compare notre expérience, notre vivier, notre nombre de champions à celui des grandes nations. Mais en avance si on regarde la vitesse à laquelle on rattrape tout ce temps perdu. Bienvenue sur Art et Violence. Et aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire du MMA français, dans son explosion, dans sa formation amateur, son style de combat unique. Et on va voir si demain, la France peut réellement devenir une puissance mondiale du MMA. Pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut revenir au tout début. Pendant que l'UFC se crée en 1993 aux États-Unis, que Royce Gracie soumettait des géants et que le Brésil exportait le jiu-jitsu dans le monde entier, en France, le MMA n'existait même pas. Officiellement, il était interdit. Interdit par la loi, par les fédérations, par les discours politiques qui parlaient d'un sport barbare, d'une violence sans règle. En 2016, le ministre des Sports de l'époque déclare encore que le MMA n'a pas sa place en France. Ce blocage ne venait pas que de l'État. Il venait aussi des guerres internes entre les fédérations. La boxe voulait contrôler le striking. Le judo craignait de perdre ses licenciés. La lutte voulait son territoire, résultat, aucune fédération ne parvenait à s'entendre et le MMA restait illégal. Mais sur le terrain, le sport vivait déjà. Des clubs s'ouvraient discrètement. Des coachs bricolaient des cages dans des gymnases. Des combattants prenaient leurs sacs et partaient s'entraîner à l'étranger. Francis Ngannou par exemple a commencé en France, mais pour progresser, il a dû quitter l'Europe et trouver refuge aux États-Unis. Cyril Gane a débuté tardivement, sans vraie filière amateur pour le préparer. Des dizaines de talents potentiels ont abandonné ou raté leur chance simplement parce qu'il n'y avait aucun chemin structuré vers le haut niveau. Pendant ce temps-là, d'autres nations construisaient leur futur. Aux États-Unis, les lutteurs NCAA basculaient directement MMA. Au Brésil, les académies de jiu-jitsu formaient des combattants complets dès l'adolescence. En Russie, le sambo et la lutte créaient une machine à champions. La France, elle, regardait de loin. Elle envoyait quelques combattants se battre dans des organisations étrangères, mais il n'y avait pas de système capable de produire des athlètes prêts pour l'UFC. C'est ce qu'on appelle une génération sacrifiée. Des combattants courageux, talentueux, mais condamnés à évoluer dans un sport sans structure, à gravir une montagne sans outils. Quand la légalisation est enfin arrivée en 2020, on avait déjà 20 ans de retard. Pas d'instituts nationaux, pas de championnat amateur, pas de pipeline de jeunes combattants prêts à exploser. On a dû apprendre à courir avant même de savoir marcher. Et pourtant, c'est aussi là que commence notre histoire de rattrapage. Parce que dès que la cage s'est ouverte, le MMA français s'est mis à évoluer à une vitesse que personne n'avait prévue. 2020. Après des décennies de blocage, la France égalise enfin le MMA. Et dès ce moment-là, tout s'accélère. En quelques mois, les clubs sortent de l'ombre. Des centaines de salles s'affilient à la Fédération française de boxe qui prend la tutelle du sport. Les premières compétitions officielles naissent. Pour la première fois, les combattants français peuvent évoluer légalement, progresser sans partir à l'étranger, rêver d'un vrai parcours vers les grandes ligues. Très vite, de nouvelles organisations émergent et changent l'image du MMA en France. RSFC voit le jour, porté par Fernand Lopez. Des cartes remplies de talents locaux, des championnats internationaux invités, et une production digne des plus grandes scènes mondiales. Hexagone MMA s'installe dans les lieux historiques comme La Défense ou Béziers et diffuse ses combats dans plus de 150 pays. Même des géants étrangers comme PFL ou KSW viennent poser leur cage à Paris. Puis l'événement que tout le monde attendait. L'UFC annonce son premier gala en France à l'Accor Arena. 15 000 places vendues en quelques minutes. Une liste d'attente de plus de 200 000 fans, 33 millions d'euros de retombées économiques. Un succès tel que l'UFC revient l'année suivante, faisant de Paris une étape incontournable du calendrier. En parallèle, une première génération de stars françaises se révèle. Cyril Gane devient champion intérimaire poids lourd. Manon Fiorot grimpe dans le top mondial. Cédric Doumbé, déjà star du kickboxing, attire des foules records au PFL. Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière. La liste s'allonge chaque année. Tout va très vite. On passe d'un sport marginal à des salles pleines, des contrats télévisés, des sponsors majeurs, une couverture médiatique sur Canal+, l'équipe et RMC. Des millions de spectateurs découvrent le MMA français qui n'existait même pas officiellement 5 ans plus tôt. Mais cette explosion ne se limite pas à la scène professionnelle. Elle touche aussi la base, l'essence même de la construction d'un futur champion amateur. Et c'est là que s'opère la plus grande révolution silencieuse. Si le MMA français veut combler son retard, tout commence par la base. Et depuis 2020, cette base a radicalement changé. La légalisation a permis la création de la FMAF, fédération délégataire sous l'égide de la Fédération française de boxe. En 4 ans, le nombre de licenciés a explosé. Plus de 60 000 pratiquants officiels contre quelques milliers avant la légalisation. Plus de 400 clubs sont désormais affiliés, dont presque toutes les grandes villes du pays. Surtout, la France a mis en place un système d'encadrement et de progression inédit. Des grades techniques, vert, bleu, marron, noir, qui valident le niveau des pratiquants.
Des formations pour les entraîneurs, via le BPGEPS et le certificat MMA pour professionnaliser la transmission. Des compétitions amateurs officielles avec règles unifiées, arbitrage standardisé, suivi médical. La MMA League a vu le jour pour détecter les futurs talents et leur offrir un vrai parcours compétitif avant de passer pro. Des championnats de France ont été créés avec un niveau qui monte chaque année. Et surtout, les résultats commencent à parler à l'international. En 2023, l'équipe de France d'amateurs ramène plusieurs médailles au championnat du monde IMAF, une première historique. Cela prouve qu'en seulement quelques années, la France est capable de produire des combattants compétitifs au niveau mondial avant même qu'ils deviennent professionnels. Ce pipeline change tout. Contrairement à la génération GAN qui ont dû apprendre dans l'urgence, la nouvelle vague peut commencer le MMA complet dès l'adolescence, accumuler des dizaines de combats amateurs avant de passer pro, et arriver à l'UFC avec une expérience comparable aux Américains ou aux Russes. C'est une petite révolution silencieuse, car un champion UFC ne se fabrique pas dans une salle de musculation ou avec quelques combats pro. Il se construit dès la base, dès l'âge amateur. Et pour la première fois, la France est en train de bâtir cette fondation. Si tu demandes à un combattant étranger ce qui caractérise le MMA français, la réponse revient souvent, le striking. Et ce n'est pas un hasard. La France possède une tradition historique dans les sports de combat debout. La boxe française savate, le kickboxing, le muay thai. Depuis les années 80, on produit des champions mondiaux dans ces disciplines. Des noms comme Jérôme Le Banner, Daniel Alouche ou plus récemment Youssef Bouganem et Cédric Doumbé ont porté haut les couleurs du pied-point français. Cette culture se reflète naturellement dans notre MMA. Regarde Cyril Gane. Un style fluide mobile basé sur les déplacements et les coups précis plutôt que de la force brute. Regarde même Francis Ngannou. Malgré sa puissance, c'est avant tout son timing et son jeu de boxe qui l'ont propulsé champion. Mais cette identité a aussi révélé une faiblesse majeure, la lutte et le grappling. Historiquement, la France n'a jamais eu le même réservoir de lutteurs que les États-Unis ou la Russie. En 2023, on compte seulement 22 000 licenciés en lutte contre plus de 250 000 aux USA. Et pendant que les Brésiliens vivaient dans des académies de jiu-jitsu, la plupart des combattants français devraient bicoler leurs compétences au sol, parfois sur le tard. Ce déficit a coûté cher. On l'a vu quand Cyril Gane a affronté John Jones. On l'a vu quand Ngannou, malgré sa puissance phénoménale, a dû partir s'entraîner spécifiquement pour survivre face aux lutteurs d'élite. Mais les choses changent. Aujourd'hui, les clubs français intègrent systématiquement la lutte et le grappling dès la formation de base. Des entraîneurs spécialisés sont recrutés, certains venant même du Daghestan ou des États-Unis. Les jeunes espoirs comme Baki ou Axel Sola sont déjà bien plus complets que leurs aînés. Ils savent frapper, mais aussi défendre les takedowns, contrôler au sol, soumettre. En quelques années, la France est passée d'un style striker only à un MMA beaucoup plus équilibré. On n'a pas encore la profondeur de la lutte américaine ou russe, mais on n'est plus à des années-lumière et c'est cette évolution technique qui va décider de notre capacité à produire de futurs champions mondiaux. Pour savoir si la France est en retard ou en avance, il faut se comparer aux autres nations. Et là, la réalité est contrastée. Aux États-Unis, le MMA s'appuie sur un système unique au monde, la lutte universitaire NCAA. Des milliers d'athlètes s'affrontent chaque année dans les tournois ultra compétitifs. Quand ils passent en MMA, ils ont déjà 10 ou 15 ans de haut niveau dans les jambes. Résultat, plus de 50% de champions de l'UFC viennent des USA. Et la densité de combattants élites est incomparable. En France, on n'a ni cette tradition, ni cette profondeur. En Russie et au Daghestan, c'est une autre machine à champions. Le sambo et la lutte sont intégrés dans l'éducation dès l'enfance. Les jeunes grandissent avec plusieurs centaines de combats amateurs avant d'entrer à l'UFC. Des figures comme Khabib Nurmagomedov ou Islam Makhachev ne sont pas des exceptions, mais les produits d'un système pyramidal où les talents progressent par étapes claires et très encadrées. Au Brésil, la culture du combat est ancrée depuis le Vale Tudo. Le jiu-jitsu y est une religion, et les académies locales ont formé de dizaines de champions UFC. Là-bas, passer du sol à la cage est une suite logique, presque naturelle. Le Royaume-Uni, lui, offre une comparaison plus proche de la France. Longtemps considéré hors retard, il a produit Michael Bisping puis Leon Edwards grâce à une organisation intermédiaire, le Cage Warrior. Cette ligue a servi de tremplin vers l'UFC, permettant aux combattants de progresser avant d'affronter l'élite. Aujourd'hui, la France a son équivalent avec l'Ares et l'Hexagone MMA. En termes de structuration, nous avons déjà rattrapé ce que le Royaume-Uni a mis 2 décennies à construire. Enfin, des pays comme les Émirats Arabes Unis injectent énormément d'argent dans les MMA, organisent des galas prestigieux, attirent des stars, mais ne produisent pas de champions locaux. La France, elle, ne se contente pas d'acheter des talents, elle les forme. Alors, où en sommes-nous vraiment ? En retard par rapport aux États-Unis, au Brésil et à la Russie qui ont des décennies d'avance et une culture profondément ancrée. À parité, ou légèrement en avance par rapport au Royaume-Uni, grâce à une explosion plus rapide et un système amateur déjà performant. En avance sur des nations émergentes qui n'ont pas encore notre vivier d'athlètes ou notre structuration fédérale. La France n'est donc plus une simple terre d'accueil pour des combattants exilés. Elle commence à devenir une vraie nation productrice capable de former ses propres champions. Mais il reste des freins importants à lever avant de prétendre rivaliser avec les plus grandes puissances du MMA mondial. Malgré cette progression fulgurante, il serait faux de croire que tout est réglé. Le MMA français a encore plusieurs freins majeurs qui l'empêchent de franchir définitivement le cap du très haut niveau. D'abord, la densité de combattants dans le top mondial. Aujourd'hui, la France compte seulement quelques athlètes proches de la ceinture. Cyril Gane, Manon Fiorot, Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis. Mais au-delà de ces noms, la profondeur du vivier reste limitée. Les États-Unis ou la Russie ont des dizaines de combattants capables de se hisser dans le top 10 de chaque catégorie, nous, pas encore. Ensuite, il y a les lacunes techniques persistantes. La lutte et le grappling, bien que beaucoup mieux intégrés qu'avant, restent derrière les standards américains ou daguestanais.
Les jeunes Français progressent, mais il leur manque encore des années de combat et d'expérience contre l'élite mondiale pour combler totalement l'écart. Autre frein, l'absence de véritables centres nationaux de préparation élite. Le MMA Factory, le Venom Training Camp ou l'US Metro sont d'excellentes structures, mais elles ne suffisent pas à produire une masse critique de champions. Aux États-Unis, tu peux te retrouver à l'American Top Team ou chez Kill Cliff, et affronter quotidiennement plusieurs combattants UFC. En France, cette densité de sparring reste encore faible. Enfin, il y a un défi d'organisation et de synergie. Les clubs progressent, les coachs échangent davantage, mais on manque encore d'un réseau fédérateur qui partage les connaissances, unifie les méthodes et accompagne les carrières jusqu'au sommet. Ces freins ne sont pas insurmontables, ils sont même logiques pour un pays qui a commencé officiellement il y a seulement 5 ans. Mais les surmonter serait indispensable pour transformer l'élan actuel en une domination durable sur la scène mondiale. Quand on parle d'avenir, il ne s'agit pas de rêver, mais de lire les signes. Et tout pointe vers une même direction. La France est en train de devenir l'une des plus grandes nations du MMA. D'abord, grâce à des locomotives déjà établies. Manon Fiorot vient de sortir d'un title shot. Benoît Saint-Denis, malgré des revers récents, a le potentiel pour revenir et s'imposer dans la catégorie lightweight. Nassourdine Imavov vient de battre Israël Adesanya et s'approche du sommet chez les middleweight. De plus, Cyril Gane vient d'avoir un nouveau title shot contre Tom Aspinall. Ensuite, il y a la nouvelle génération. Une vague de jeunes combattants arrive mieux formés que jamais. Baki, Axel Sola, Paul Dena, Samba Sima, Baris Adoukouzel et plein d'autres. Ces noms ne sont pas que des promesses. Ce sont les premiers produits du nouveau système amateur français. Ils accumulent les combats, l'expérience, les stages à l'étranger. Quand ils arriveront à l'UFC, ils ne seront plus des talents bruts lancés trop tôt, mais des combattants déjà rodés au très haut niveau. Avec cette génération, la France n'aura pas juste un champion isolé. Elle peut d'ici 2030 installer plusieurs ceintures UFC simultanément et surtout remplir les rankings du top 15 avec une profondeur de talent comparable au Royaume-Uni, voire aux grandes nations historiques. Ce scénario n'a rien d'utopique. En 5 ans, on est passé de l'interdiction à l'organisation d'événements UFC réguliers. Dans 5 ans de plus, avec la structuration actuelle, la France peut devenir le leader européen du MMA, un vivier incontournable, une terre où l'on ne se contente plus de produire des combattants, mais des champions. En conclusion, pendant 20 ans, le MMA français a été en retard. Interdit, fragmenté, privé de champions. On a regardé les autres nations bâtir leur légende pendant qu'on se battait juste pour exister. Mais en 5 ans, on a accompli ce que personne n'aurait cru possible. Des clubs se sont multipliés. Une fédération a structuré la base. Des organisations locales ont émergé, l'UFC a débarqué à Paris, et une première génération de stars françaises s'est révélée au monde entier. Alors oui, si on regarde l'histoire, nous étions en retard. Oui, face à la profondeur des États-Unis ou de la Russie, nous avons encore du chemin à parcourir. Mais à la vitesse où nous avançons, ce retard n'existe plus vraiment. La France n'est plus un pays où les combattants doivent s'exiler pour réussir. Elle forme ses propres athlètes, crée son style, construit sa culture. Et demain, elle peut devenir la nation leader du MMA européen. Une nation capable non seulement d'avoir un champion UFC, mais plusieurs, dans plusieurs catégories, sur plusieurs générations. Ce n'est pas une question de rêve ou de mérite, c'est une question de structure, de travail et de temps. Et cette fois, le temps joue enfin pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce sport, partagez cette vidéo, abonnez-vous, soutenez vos combattants et construisons ensemble l'avenir du MMA français. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.